Merci tout le monde. Donc, on va commencer ce deuxième panel qui s'intitule Attaque croisée et résistance. On aura la chance d'entendre tout d'abord Julie Tran qui va nous parler. Je ne suis pas certaine que dans... Ouais, c'est ça, l'appréciation culturelle, ce concept qui efface l'oppression vécue des femmes d'origine asiatique au Québec. Pour petite précision, Julie Tran est doctorante en travail social à l'Université de Montréal. Son projet de recherche porte sur l'orientalisme et les cultures de l'honneur et honte, précisément à l'endroit des femmes du sud-est asiatique. Je vais commencer à prendre la parole avant d'afficher le PowerPoint, mais en fait, le PowerPoint, c'est juste des récipes pour démontrer comment l'antiféminisme et le racisme se représentent au sein même des communautés asiatiques. Donc, avant de commencer ma présentation, c'est sûr que c'est important pour moi de vous expliquer que cette présentation aujourd'hui, c'est quand même des réflexions et l'essence même pour moi de participer dans cette lutte de justice sociale, notamment pour contrer les violences genrées et les violences à caractère sexuel. Et c'est aussi des événements qui s'est passé il y a 2 ans, justement, qui a passé beaucoup à la fétichisation des femmes asiatiques et qu'il y a eu beaucoup de violences par la suite, notamment ce qu'on a vu avec la résurgence du racisme anti-asiatique durant la pandémie de la COVID-19. Et aussi, en tant que femme racisée, qui va prendre parole, en fait, sur des enjeux qui se passent aussi dans nos propres communautés, ça met toujours des risques. Le fait qu'on peut avoir cette étiquette en tant que personne traite, entre guillemets, de personnes whitewash aussi, qu'on pourrait nous coller à la peau lorsque nous prononçons en tant que féministes et surtout dans les cultures asiatiques qui découlent des sociétés confucianisme. Donc, j'aimerais que vous soyez aussi conciliants par rapport à ma présentation. Ce n'est pas de la théorie que je vais vous présenter nécessairement aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, ce sera un rendez-vous d'ici 4 ans quand je vais finir mon doctorat. Puis en fait, ça va être vraiment de parler de mes expériences. Et en fait, lorsque j'ai dénoncé ces situations-là, j'ai reçu extrêmement beaucoup de backlash par les hommes de ma communauté. Le fait que je me suis fait aussi troll dans les réseaux sociaux, que vraiment il y a eu beaucoup de stratégies pour essayer d'enlever ma crédibilité lorsque je me prononçais sur les réseaux sociaux et dans les médias sociaux, et dans les médias en général. Et vraiment que ça s'est arrêté lorsqu'un ami a été capable de traquer la personne qui me trollait pour vraiment utiliser de me décrédibiliser. Donc, c'est quand même un enjeu pas facile que je vais vous expliquer lors de cette présentation. Donc, si on va à la prochaine PowerPoint, en fait, en 2020, il y a eu une situation, un restaurant qui s'appelle Fucking Bon, qui est situé à Rosemère, qui a ouvert justement un bistrot vietnamien au départ, qui le nommait. Puis, je suis d'origine vietnamienne, donc je vais m'y prononcer par rapport à tout ça. Et par la suite, il a changé pour appeler ça un bistrot asiatique. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a vraiment dénoncé, c'est qu'il y avait vraiment de la misogynie camouflée dans ce menu envers les femmes asiatiques. Comme vous allez voir justement dans les photos, j'ai quand même pointé les jeux de mots qu'il a fait. Par exemple, lichis-moi le cul, bonne petite noune, faux grosse boule et tiviette. Donc, c'est vraiment des jeux de mots qu'il s'est dit justement que c'est sa façon pour mener son marketing pour son restaurant. Et en fait, lorsqu'il y a eu une dénonciation des communautés asiatiques concernant que c'est des jeux de mots sexistes et racistes, en fait, le propriétaire s'est prononcé en disant « mais c'est une appréciation culturelle ». Il n'y avait pas d'intention raciste dans cette stratégie de marketing. Et aussi, mon ami féministe a été consulté et approuvé les jeux de mots. Et les cuisiniers vietnamiens ont approuvé. Fait que là, c'était ses arguments. Puis on peut voir, en fait, aussi comment ça découle, justement, lorsqu'on va pointer avec des arguments, justement, sur le fait qu'on va fétichiser le corps des femmes asiatiques et comment ça participe aussi à toute l'oppression de ces femmes-là. Et en fait, quand on va analyser cette situation, le fait qu'il s'est prononcé sur, justement, que j'ai une amie féministe, les cuisiniers vietnamiens ont approuvé et c'est quand même quelque chose qui a vraiment eu lieu. Il faut savoir que d'abord aussi, ça je ne l'ai pas nommé, mais le propriétaire, c'est un restaurateur qui s'est positionné dans les mouvements droits, notamment comme supportant des mouvements des camionneurs et de l'antivax.
Ça, c'est un petit bémol aussi qu'il faut garder en tête. Et en fait, lorsqu'il y a eu vraiment cette dénonciation massive sur les réseaux sociaux, en fait, il faut aussi réfléchir comment ça se fait que son ami féministe a approuvé, justement, en regardant les jeux de mots. Comment ça, justement, il n'y a pas eu une tollée ou des questionnements sur le fait pourquoi ces jeux de mots-là ont été acceptés. Et c'est sûr qu'en discutant beaucoup dans la communauté avec des femmes asiatiques, en fait, on le voit que finalement, le féminisme mainstream, qui est le féminisme pop, c'est vraiment universel, hégémonique par les groupes dominants, prend racine dans un discours que souvent, un corps émancipé sur le plan sexuel, c'est ça, en fait, qu'on va aller chercher de faire. Et en fait, avec les communautés, surtout dans la réalité des femmes asiatiques, en menant ce discours-là d'un corps émancipé, ça va vraiment invisibiliser leur vécu au niveau de la misogynie, mais surtout des violences à caractère sexuel que ça peut être imposé avec la fétichisation raciale. Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas nécessairement le racisme anti-asiatique envers les femmes asiatiques, la fétichisation raciale découle de la colonisation qui a eu lieu dans nos pays d'origine, notamment dans l'Asie du Sud-Est. Et c'est vraiment cette racisation, la fétichisation raciale, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de violences sexuelles qui vont être mises sur nous, en fait, et que ça ne va pas nécessairement être dénoncé dans la lutte féministe. Et donc, ça, c'est un événement qu'on voit que ça a eu lieu en 2020. Puis, si on va à la prochaine PowerPoint, en 2021, un autre restaurant prend le jour qui s'appelle le restaurant Geisha. Aujourd'hui aussi appelé Yoko Luna, pour peut-être certaines personnes qui connaissent. Et en fait, encore là, quand il y a eu des dénonciations, les arguments que les personnes propriétaires ont nommés, c'est à la suite d'un voyage pendant 1 mois au Japon, ils ont tellement apprécié la culture qu'ils ont décidé d'ouvrir un restaurant avec un nouveau concept. Et en fait, ce restaurant-là a été quand même créé par des hommes racisés, donc des hommes qui s'identifient comme japonais et péruviens. Et on le voit aussi que comment ils vont amener au niveau du marketing, c'est qu'ils désirent amener une expérience de fantaisie et mystique par rapport avec ce marketing au niveau de leur restaurant. Et lorsque, justement, des femmes se sont prononcées sur la fétichisation encore qu'on va mener sur leur corps, la contre-attaque qu'on a reçue, c'est « ceci n'est pas de l'appropriation culturelle, mais de l'appréciation culturelle ». Car quelle est la différence entre des familles vietnamiennes qui possèdent des restaurants de sushi? Parce que si on demande de fermer ce restaurant-là, bien, il faudra fermer tous les restaurants de sushi faits par des Vietnamiens. Fait qu'on le voit que finalement, il y a une forme de peut-être de mécompréhension au niveau des oppressions, tu sais, comment ça amène, parce qu'on s'entend que la famille vietnamienne qui est en train d'ouvrir un sushi, souvent des familles migrantes et qui viennent des communautés du Sud-Est. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est encore une des communautés qui vit encore dans une grosse précarité financière et dans des enjeux de pauvreté au travers du Canada. Et donc, on le voit que le rapport de pouvoir n'est pas là nécessairement parce qu'ils ne sont pas là en train de dominer une culture pour pouvoir aller avoir des bénéfices sur le plan financier. Tandis qu'ici, c'est quand même des personnes qui sont dans une situation de pouvoir et privilégiées et que là, justement, en utilisant des concepts comme la fétichisation raciale des femmes asiatiques, c'est pour vraiment aller puiser sur des aspects financiers pour pouvoir justement monter leur capital économique et social. Et si on tourne au prochain PowerPoint, aujourd'hui, c'est justement le restaurant Yoko Luna. Et tout en bas du PowerPoint, on peut vraiment voir leur marketing, que c'est dans un but de vraiment vivre une expérience mystique en allant dans ce restaurant. Et encore là, c'est conceptualisé par des hommes racisés. Et la personne derrière qui a décidé de mettre justement des geishas et des personnes pour performer, ça a été conceptualisé par une femme blanche qui se dit féministe. Et donc, aujourd'hui, et même les personnes qui performent, on le voit que souvent, c'est des personnes blanches qui vont performer encore le corps d'une femme asiatique, donc vraiment reproduire cette fantaisie au niveau oriental et asiatique, vraiment dans le but encore de faire vivre cette expérience exotique, entre guillemets. Et on le voit donc, en fait, la misogynie envers les femmes asiatiques aujourd'hui, c'est vraiment
encore le même narratif qui va vraiment nourrir et renforcer l'imaginaire collectif d'avoir un droit d'accès sur la sexualité des femmes asiatiques et qui participent énormément dans les violences à caractère sexuel. Et donc, on les voit encore comme des objets sexuels, mais on va les invisibiliser en tant que personnes parce que lorsqu'elles vont dénoncer, elles ne seront pas considérées comme des personnes politisées et qui ont des arguments pour pouvoir déconstruire tout ça. Et donc aussi, il faut comprendre que dans les cultures asiatiques, lorsque on va vouloir justement prendre parole et aller justement à l'encontre peut-être de cette vision du Nord au niveau de l'Occident et déconstruire ces rôles traditionnels de sexe et de ménage et multigénérationnel. Et tout ça, ça va passer aussi à notre gaslight qu'on pourra vivre de la part du groupe dominant et privilégié pour pouvoir toujours encore nous oppresser. Et en fait, le lien aussi antiféministe par rapport avec cet enjeu-là, c'est si les personnes connaissent quand même les mouvements d'alt-right, qui est le alternatif droit, et les incels, qui sont les personnes célibataires non volontaires, bien, on le voit que dans ces groupes-là en ligne, souvent, il va y avoir un grand intérêt envers les femmes asiatiques découlant de la fétichisation. Et donc, parce qu'en fait, ces groupes d'extrême droite ont cette croyance que les femmes blanches sont devenues vraiment trop puissantes parce qu'elles se sont tellement émancipées sur le plan sexuel, et tandis que, justement, bien, les femmes asiatiques, le fait qu'elles vont demeurer encore comme des femmes soumises, le fait qu'on va projeter ces images-là envers elles, ce serait beaucoup plus facile de maintenir le contrôle et la domination. Et donc, en fait, les femmes asiatiques vont être considérées comme une forme d'alternative en tant que partenaire pour pouvoir encore maintenir la soumission des hommes blancs, ici, les alt-right et les incels. Et donc, je ne sais pas, il reste combien de minutes? 5 minutes encore. OK. Puis aussi, il faut comprendre que durant les mouvements, justement, féministes, il faut se questionner aussi pourquoi la parole des femmes asiatiques n'est pas nécessairement présente dans ces mouvements-là. Puis c'est parce que souvent, quand on se rend compte qu'elles ont un discours comme sur le plan de l'émancipation sexuelle des corps, ce n'est pas quelque chose qui va être interpellant pour les femmes asiatiques parce qu'on le sait que c'est la manière de ce discours-là qui va, en fait, encore maintenir le contrôle de nos corps, comme on le voit avec cette hypersexualisation menée justement avec ces restaurants qui vont utiliser dans leur marketing. Et donc, vraiment, on va le voir que ces oppressions-là vont vraiment avoir un impact dans la vie courante et surtout sur beaucoup d'aspects politiques et quand on va avoir beaucoup de débats dans le milieu antiraciste et dans le milieu féministe. Et donc, souvent aussi, quand on va parler du féminisme asiatique, on va vraiment le considérer également dans le même sac du féminisme mainstream. Vraiment, il y a vraiment ce désir aussi de s'approcher de la blanchité au sein même des communautés asiatiques. Et donc, souvent, quand les femmes vont vouloir se positionner en tant que féministes, ça va être difficile pour elles parce qu'elles ne se reconnaissent pas nécessairement dans ces mouvements. Et aussi que vraiment, on va coller cette image-là vers elles aussi pour le pousser. Et donc, ce que j'argumente beaucoup quand on va parler des mouvements féministes, c'est qu'il y a vraiment cette forme aussi d'assimilation du féminisme dominant envers les femmes asiatiques qui désirent participer dans ce mouvement féministe. Et donc, le fait que, justement, il y a cette assimilation du féminisme, justement, envers des femmes asiatiques, bien, ça participe, en fait, à cette forme d'antiféminisme envers elles. Et donc, on va vraiment enlever toute agentivité en les mettant vraiment dans une case d'objets sexuels. Et donc, quand le féminisme mainstream utilise cette arme-là pour pouvoir maintenir encore le silence, c'est sûr que ça fait écho un peu avec la présentation que Léla a parlé tantôt, que ça participe en fait encore à maintenir la suprématie blanche. Puis on le voit concrètement dans la manière comment cette forme d'appréciation culturelle qu'on va nommer pour parler justement de la culture asiatique, notamment le corps des femmes, va participer beaucoup à maintenir cette domination. Donc, au final, il faut vraiment comprendre que les réalités, quand on va parler de la fétichisation raciale et justement de comment le corps s'émancipe par les groupes féministes, c'est vraiment aussi des stratégies pour invisibiliser certains groupes racisés, ici les femmes asiatiques. Et donc, en maintenant ce silence-là, on cautionne à des violences à caractère sexuel que celles-ci peuvent vivre. Et donc, aussi au niveau des conséquences sur le plan international, parce qu'il faut reconnaître en tant que dans les pays du Nord, il y a aussi des impacts dans les pays du Sud, notamment ceux de l'Asie. Il y a aussi le fameux phénomène du mail order bride. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez.
mais en fait, c'est des sites Internet qu'on peut magasiner des femmes asiatiques en ligne. Et souvent, c'est des sites que des hommes blancs, souvent, quand ils sont dans les incels, donc ils sont considérés que ils ne sont pas capables de trouver des partenaires à cause que, justement, les femmes dites blanches sont trop émancipées, mais ils vont aller se rendre, justement, sur ces sites web-là parce qu'ils se disent, en fait, ce serait beaucoup plus facile de maintenir ma domination parce qu'en fait, j'aurai une femme qui va encore répondre à ces rôles de tradition de genre et justement, je pourrais encore maintenir le contrôle sur elle. Et souvent, ces personnes-là qui se rendent, c'est soit qu'elles sont prises dans des trafics humains ou sinon que c'est leur moyen pour elles pour sortir de la pauvreté aussi qui est extrêmement présente dans nos pays. Et un autre impact qui a lieu avec ces conséquences de la fétichisation, c'est la pornographie où les femmes blanches vont performer le caractère des femmes asiatiques étant hypersexuelles. Donc, on le voit quand ils vont vraiment s'habiller pour des personnages un peu comme genre des mangas, des animés, qui vont performer en ayant genre des comportements qui mangent la nourriture exotique, par exemple. C'est des choses qu'on peut voir. Et finalement, en performance-là, elle est en train de performer une forme de féminité encore perçue hypersexuelle des femmes asiatiques. Et tout ça, en fait, au final, comme vous le comprenez, ça participe énormément dans ce mouvement, en fait, antiféministe et misogyne envers les femmes, en ayant vraiment le portrait global de ces oppressions. Fait que, pour moi, ce serait tout pour ma présentation d'aujourd'hui. En fait, beaucoup mes réflexions avec les femmes asiatiques que j'ai pu avoir lors de mes recherches, lors justement des groupes fermés que j'ai pu faire dans la communauté. Puis finalement, on se rend compte énormément que c'est encore difficile pour nous de pouvoir se positionner en tant que féministes dans la lutte. Quand je leur pose « Est-ce que tu te considères comme féministe? » Celles-ci me disent que non, elles ne le sont pas. Parce qu'encore, elles ont cette image-là que le seul féminisme qu'on peut y avoir accès, c'est le féminisme mainstream, qui malheureusement participe encore aux violences qui sont mises sur nous. C'est comme ça que je conclurai ma présentation. Puis je serais ouverte aussi à recevoir également vos réflexions à la suite de cette présentation-là, la manière comment vous recevez aussi cette situation, ces enjeux-là qui existent au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie.